Bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, on va parler de quelque chose qui nous touche tous au plus profond, notre culture. Cette langue créole qu'on parle à la maison, ces contes qu'on a entendus sous le manguier, ces danses qu'on a vues dans les fêtes, ces gestes transmis depuis des générations. Mais voilà, la question que posent nos deux invités ce soir, et si notre culture était aussi un formidable terrain d'innovation? Et si le créole, le belait, les contes de Compère Lapin n'étaient pas simplement le passé, mais notre avenir? D'un côté, une maison d'édition jeunesse qui donne enfin aux enfants martiniquais et guadeloupéens des magazines, des jeux, des histoires qui leur ressemblent. De l'autre, un studio de motion capture installé dans les mornes du Vauclin pour capturer notamment les mouvements des danseurs caribéens. Deux projets différents, mais une même conviction: la culture martiniquaise et antillaise mérite les meilleurs outils de son époque. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Wana, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Yécric, la maison d'édition qu'on va présenter tout à l'heure, et Georges-Emmanuel Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique d'Anisotropie. Focus sur des innovations de valorisation de notre culture. Terre d'innovation, c'est parti. Alors Grégory, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, alors rapidement, mais votre parcours, et puis nous dire comment est née l'idée de Yécric? Donc, je suis Grégory Wana, je suis guadeloupéen et martiniquais à la fois. Donc, j'ai grandi en Guadeloupe, élevé par ma mère martiniquaise. Donc, j'ai la chance d'avoir baigné dans les deux cultures, fondamentalement. Et puis aussi, l'autre chance que j'ai, c'est que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, le créole n'a jamais été un sujet tabou. Toujours au centre, soit des échanges, de la plaisanterie, ou toute autre chose, et ça à toutes les échelles, c'est-à-dire les échelles des cousins, mais aussi de ma mère, de mon père, de mes grands-parents. Et donc, euh, et donc voilà, ça a toujours été en moi, et c'est justement parce que j'ai perçu un moment qu'il y avait une forme de déclin, un ralentissement de son parler dans la vie de tous les jours, que l'idée de proposer un outil qui puisse aider tout un chacun à pouvoir faire en sorte de le maintenir au quotidien est arrivé. Mais le véritable déclic, ça a été la naissance de ma fille. Ah. Et là, tout a commencé. Très bien. Quel storyteller. Georges-Emmanuel, bonsoir. Même question pour vous. Votre parcours et puis comment est née Anisotropie? Je suis vauclinois. Je pense que c'est très important de le dire comme ça. Je suis vauclinois et j'ai fait un métier un peu étonnant. J'étais retoucheur de photos de mode pendant 15 ans et dans la haute couture et dans ce monde de l'excellence française. Et un peu comme mon ami Grégory, c'est ma fille. Une fois qu'elle est née, je me suis posé cette question parce qu'elle vit en hexagone avec sa mère, de la transmission. La transmission des savoirs, elle ne vit pas dans le même espace que moi. Elle n'est pas confrontée du matin au soir on parle de compère Manikou, mais est-ce qu'elle a déjà vu un Manikou, comme on dit chez nous? Pas obligatoirement. Donc, comment transmettre ces savoirs, comment transmettre la culture qui nous est pas toujours accessible, même, j'aurais dit, avec cette notion de public empêché, et comment transmettre, c'est devenu ma motivation depuis sa naissance. Comment je peux lui transmettre ces savoirs. Alors Grégory, il y a des choses qui existaient, mais qu'est-ce que vous avez voulu amener avec Yécric? Donc, oui, comme vous disiez, il y a des choses qui existaient, mais il n'y avait pas le quotidien. Le quotidien n'existait pas. Des maisons d'édition s'étaient déjà lancées le défi de proposer du contenu ancré, mais pas ancré dans la langue. C'est déjà là où nous, on a voulu faire quelque chose de différent. Évidemment, on avait déjà des ouvrages traduits entièrement en créole de Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons, mais qu'on le veuille ou non, lire du créole, des pavés en créole, ben ça heurte. On peut parfois être bloqué dans la lecture. Donc, nous, on a pris conscience de tout ça. On a voulu proposer une manière d'aborder la langue créole, petit à petit, par petites doses, et puis surtout au quotidien, un rendez-vous. C'est pour ça que nous, on est un périodique. Et on est le premier périodique, clairement, antillais. Et on dit antillais pourquoi? Parce qu'on est aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, qui propose de la littérature ancrée avec de la langue créole sur chaque page.
Georges-Emmanuel, anisotropie, alors je l'ai dit rapidement ce que c'est, mais vous allez peut-être repréciser. En tout cas, est-ce qu'il existait déjà des outils pour capter et valoriser un peu notre patrimoine, ou vous êtes un peu dans le fait d'être pionnier? Oui, précurseur, j'ai un peu depuis presque toujours dans mes métiers ce côté saumon à ne pas vouloir aller dans la même direction que tout le monde. Alors c'est complexe de ne pas aller dans la même direction que tout le monde, donc on n'est pas attendu. On n'est pas attendu sur ce secteur d'être caraïbéen, d'être antillais et de la technologie. Donc c'est précurseur dans son aspect technologique, mais j'emprunte des chemins tout pavés parce que la valorisation de notre culture, c'est quelque chose qui est dans notre ADN, je dirais. Alors, Grégory, Yécric, hein, Yécric, Yécrac, c'est le nom précisément de votre maison d'édition moderne. Pourquoi ce nom? Parce que c'est une évidence. Ouais. J'ai envie de dire, d'autres diraient il était une fois, Ouais. nous c'est Yécric, parce qu'elle fait partie de nous, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Yécric, ça résonne en tout antillais. Et voilà, tout simplement une évidence. Et surtout, on s'adresse aux enfants. Et on sait qu'en s'adressant aux enfants, on parle aux parents. Et c'était le but, rassembler tout le monde, comme un conteur le ferait, au pied du manguier, comme vous disiez tout à l'heure. Yécric. Et là, toute famille a qu'à répondre Yécric. Et puis là, nous avons passé un petit moment ensemble. Très bien. Georges-Emmanuel, vous, votre studio s'appelle Solibo. Oui. Question. Pour quelle raison? Solibo, ça m'a paru un peu évident de chercher dans tout cet espace technologique un mot que tout le monde comprendrait chez nous, tout en s'adressant aux autres. Parce que ça sonne bien, Solibo. Il y a un côté impactant, comme Yécric, Yécrac, il y a une sorte comme on faisait dans les cours de français, on sent que c'est un son qui pique, un son qui tape, un son qui donne envie de quelque chose. Pareil, Solibo. Donc, utiliser ce terme qui est ancré dans notre littérature avec des ouvrages et aussi ancré, donc, en Solibo, donc à en Solibo, Mankaïba en Solibo. Voilà, tout ça, quoi. Très bien. Alors, Grégory, on va peut-être, vous allez pouvoir montrer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, on y est avec une gamme complète, hein, pour Yécric. Il y a des magazines, donc vous allez remontrer, donc Cajou, Toupiti, Débouya, vous allez préciser. Et il y a des jeux de société maintenant, et puis il y a aussi une conteuse. Comment on se lance dans ce défi? Qui pense? Qui est le stratège? Qui écrit? Qui illustre? Et est-ce que tout est fait ici? Ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mais je prends le plaisir à y répondre. On a commencé tout simplement avec un magazine qui était destiné entre deux âges, entre la maternelle et l'élémentaire. Et très rapidement, des parents nous ont fait sentir qu'elles auraient souhaité un magazine pour les plus petits. Donc, on a fait grandir notre magazine de départ pour les élémentaires, puis lancer un magazine pour les maternelles. Et là, à nouveau, le processus se répète, des parents qui nous disent « Ah, c'est dommage, ma fille est à la crèche, ça serait bien que… » Et là, on se lance, on propose un magazine pour les enfants à la crèche. Vous pouvez montrer un petit peu les Donc magazines. ici, très clairement, le titre a changé. Hein. Désormais, c'est Cajou le nom, voilà, le nom du magazine. Voilà, une petite fille de 2 ans qui vit des aventures du quotidien avec ses grands-parents, ses parents. Donc là, c'est dès 2 ans. Dès 2 ans. OK. Toupiti, qui là, à partir de 4 ans, 4-7 ans, voilà, donc des histoires qui nous ressemblent. À chaque fois, une nouvelle illustratrice ou un nouvel illustrateur. On essaie d'avoir des auteurs aussi différents. Montrez vers moi, voilà. Des auteurs différents pour que les enfants puissent avoir des univers différents, mais toujours une antillanité qui est préservée, qui est souhaitée. Très bien. Et puis Débouya, qui est, on va dire, un peu notre faire-valoir. Pourquoi? Parce que là-dedans, on parle vraiment de la culture antillaise. On propose vraiment aux enfants de plonger dans notre identité plurielle, aussi bien dans la musique que dans la nourriture, qu'aller partir faire un tour chez nos voisins d'à côté à la Dominique et découvrir comment ce pays, aussi petit soit-il, est incroyable. Et voilà, on propose vraiment des voyages aux enfants dans notre antillanité, dans notre caribianité. Ça, comment on dit ça? Et voilà. Donc ça, c'est les magazines, mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Depuis 2 ans maintenant, on a la Team Team. La Team Team est notre boîte à histoire. C'est vraiment le projet qui nous a demandé énormément on va dire pas de sacrifices, mais de mon côté, voilà, énormément de… Je sais pas comment dire ça, mais ça nous a demandé de prendre sur nous, d'aller au-delà des craintes et des peurs, de lancer un mail en direction de la Chine et espérer que là-bas, un Chinois pourra nous dire « oui, on peut le faire pour vous ». Et là, vraiment, c'est quelque chose qui…
on a soufflé fort parce qu'on s'est dit, mais on rentre dans la cour des très grands, là. Est-ce qu'on sera capable de... Et on réalise qu'on est capable, en fait, que aujourd'hui le monde est grand, même pour une petite île comme la Martinique, le monde est grand, et qu'on peut être capable de pouvoir réaliser des choses. Et donc, Tim Tim, cette conteuse, c'est quoi Donc là-dedans, c'est une boîte à histoires qui contient 75 titres, donc des histoires, des contes, des chansons, des podcasts sur des animaux de la Caraïbe. Et l'enfant, en appuyant une fois, va entendre... Voilà, et ça commence. Sec. Ok. Voilà, des chansons et tout ça. Bon, je vais éteindre pour pas perturber, mais... Voilà, on se dit au revoir comme ça. Et donc, c'est plein de choses à découvrir à l'intérieur de cette petite boîte. C'est un vrai challenge qui a très bien fonctionné l'année dernière, à Noël dernier, enfin 2024. Et on a relancé à nouveau le projet avec Noël 2025, avec 3 fois plus de conteuses qu'au départ. Et on est content que ça soit bien reçu. On a amélioré la Tim Tim, sa navigation, pour que les parents, les enfants puissent en profiter pleinement. Voilà. Bien. Et encore un autre projet. Oui, donc, et là, vraiment, honnêtement, là, on est sur les jeux de société. Ça a été assez, pour nous, assez évident. On savait qu'on allait y aller un moment ou un autre. On ne savait pas quand. Mais c'est des jeux de société qui pour nous, permettent de s'amuser. On a tendance à surtout vouloir instruire la famille, instruire l'enfant. Mais par moments, il faut aussi penser à l'amusement. Et l'amusement à travers notre imaginaire. On est antillais. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'est vaste, notre imaginaire. Et à quel point, lorsqu'on utilise tout ça, on peut créer des jeux vraiment marrants, drôles, comiques, qu'on y aura dit, pour que ces gens-là passent des bons petits moments. Et donc, on a plusieurs jeux ici. Dominos animaux, Coulet, Pitacoque et Pouchine, comme notre chat à nous, Pouchine. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un univers qui va de 2 ans à 6 ans. Et on est très ravis. Et vous posiez la question tout à l'heure, désolé, de qui est le stratège derrière tout ça. Mais très honnêtement, c'est surtout Amélie Berlin qui m'accompagne et qui, à chaque fois, se dit « et si, et si, et si ». Et moi, chaque fois, je dis « t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr ?» Mais on y va. Et c'est parce qu'elle ose que là, on y va. Et à partir de ce moment-là, mon imagination va mettre en place des choses, mais c'est elle qui impulse la plupart du temps les projets, les envies. Très bien. Georges Emmanuel, on fait un grand écart. Et là, on parle dans la technologie. Alors, le motion capture, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on pourra aussi montrer quelques images derrière vous. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important pour vous, notamment pour l'innovation culturelle? Alors, la motion capture, c'est littéralement la technologie qui a permis de faire naître Avatar. Okay. Donc, c'est cette technologie où ce sont des humains qui ont des capteurs ou qui ont des petits points blancs qu'on connaît et qui se déplacent dans l'espace, qui sont reproduits en 3D et que l'on peut remplacer du coup cet humain par un avatar, par un personnage que l'on aurait choisi. Alors, ce sont des outils qui sont utilisés pour la recherche. Donc, dans notre projet, au sein de l'Anisotrope, on a un projet de recherche sur les patrimoines immatériels. Donc, comment on joue du tambour, comment on danse du belay, comment on danse un bélia, comment on danse le quadrille, comment on plante une fosse d'igname, comment on joue du tibois, comment on fait à peu près tout ce qui est du domaine de l'éphémère dans notre culture. On s'intéresse aussi à la question de la biomécanique et de la santé, parce que ce sont des outils qu'on utilise aussi dans le domaine de la santé. Et le domaine de la création, comme disait Grégory, qui fait partie de notre culture. Comment est-ce que tous ces éléments peuvent à un moment devenir des jeux, des occasions d'amusement, parce que c'est par le jeu qu'on apprend, littéralement. Donc, peut-être que avec la grâce, si possible, on aura d'ici la fin de l'année 2027 un jeu vidéo dans lequel il y a du Ladja, et le Ladja sera transmis non seulement à notre population martiniquaise sur le territoire martiniquais, mais aussi à notre population martiniquaise qui vit au-delà des océans, et à toutes les populations jeunes ou moins jeunes qui ont envie de jouer et de s'amuser. Et justement, on voit que vos projets permettent de créer des ponts. Aujourd'hui, Grégory, vous livrez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans l'Hexagone aussi. Quels sont les clients d'ailleurs? C'est quoi leur typologie? C'est des familles de diaspora qui veulent transmettre leur culture? Ça va dépendre un petit peu du produit. Oui. Très clairement, sous les magazines, on demeure assez localisé. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, vivant dans leur territoire, sont
les principales personnes qui vont venir vers nous D'accord. pour s'abonner. Par contre, sur la Team, on s'est rendu compte que là, il y avait un très fort intérêt de la diaspora. D'accord. Peut-être parce que en France ou ailleurs, on a tendance à vivre sous des temporalités différentes des nôtres, qui sont exigeants au niveau De la disponibilité. de la disponibilité Ça. qu'on peut consacrer à la famille. Et donc la Team il perçoit à ce moment-là comme une sorte de route de secours, quoi. C'est Voilà. ça. Ouais. Au moins, je peux transmettre Ouais. ma Même si j'ai pas culture, le temps, même si tout le temps que je souhaiterais. Ouais. Voilà, tout le Mm. temps que je souhaiterais. Ouais. Exactement ça. Ouais. Donc, ça va dépendre un petit peu des choses. Concernant les jeux de société, là encore, on tente toujours à développer. C'est un peu compliqué parce que exporter là-bas, c'est un coût. Donc, on a encore du mal à trouver des distributeurs sur la France. Mais nous, quand travaillons, on laisse ça. Donc, nous, pas qu'à Molique. Bon. Et les écoles aussi. Oui, toujours, oui. toujours. On est très satisfait, on est très heureux que les directrices et les directeurs nous fassent confiance à la qualité de nos contenus, puisqu'on est très exigeant là-dessus pour que ça puisse répondre à leurs attentes pédagogiques et aussi à certaines mesures au programme qui est attendu. Très bien. Et donc, on espère que ça continuera encore. Ok. Georges-Emmanuel, vous disiez que vous avez installé votre studio au Vauclin, en milieu rural, dans les Mornes, et que ce n'est pas un détail, vous le dites vous-même, c'est un fait politique. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? C'est un fait politique parce que souvent la ruralité est reléguée à, j'aurais dit, une partie non sexy de la vie en général. Et moi, j'ai l'impression que les plus grands talents viennent de la ruralité. Le fond doc du Bellay vient de la ruralité de Sainte-Marie, sans parler de toutes les autres Oui, bien sûr. parts de notre culture qui viennent de ces endroits. Ouais. Et je pense qu'il y a un nécessaire retour à cette ruralité, à la renforcer, et que ce ne soit pas l'apanage de personnes, je dirais, de l'étranger, qui elle voit ce potentiel et qu'une partie de la population martiniquaise oublie. Donc pour moi, c'est un point d'honneur de mettre de la technologie en tant que technologue dans la ruralité martiniquaise pour la redynamiser ou la dynamiser autrement, je dirais, et aussi que ce soit presque une bouteille à la mer à tous nos Martiniquais et Martiniquaises expatriés pour leur dire qu'on les aime déjà d'avance et qu'on prépare le terrain pour les accueillir. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui est quand même fascinant et je m'en réjouis, c'est que vos deux projets nés ici commencent à franchir, d'ailleurs bien franchi les frontières géographiques. Georges-Emmanuel, vous étiez en novembre 2025 en Suède, Oui. au festival Lofda. Depuis, en antenne, vous m'avez appris à parler, à bien prononcer. Voilà, en pays de la Laponie. Hein. Oui. Qu'est-ce que la Martinique et la Laponie ont en commun pour un dialogue artistique? Alors, elles ont une histoire commune parce que les peuples de la Laponie, les Samis, ont subi les mêmes souffrances que nos populations caraïbéennes. Elles étaient privées de pratiquer leur pratique musico-chorégraphique, donc pas de danse, pas de musique. Elles avaient l'interdiction de porter leurs vêtements traditionnels. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à travers des échanges, à travers des professionnels qui sont venus en Martinique, qui nous ont mis en contact. Et on s'est retrouvés sur cette question de pratiquer de la recherche sur notre culture, se la réapproprier, trouver de nouveaux récits, de nouvelles façons, comme Grégory, de transmettre aux jeunes, aux moins jeunes, intégrer les technologies, parce qu'il y a beaucoup de technologies aussi je me reconnais beaucoup dans le travail que fait Grégory, et ma fille a eu la chance d'avoir accès à ces belles productions. Et toute l'idée, c'est ça, c'est de se projeter et de faire avec ceux qui veulent faire avec nous. Alors, vous étiez aussi à un sommet à Ouméo, où là, l'idée, c'était de faire se rencontrer différentes arts, notamment dans les régions arctiques. Comment votre projet arrive jusque dans des cercles aussi nordiques de la planète? Eh bien, c'est une rencontre des peuples autochtones. Okay. Et alors, nous ne sommes pas les peuples autochtones de la Caraïbe, nous sommes ce que j'appelle, moi, les néo-autochtones. Okay. Donc, la néo-autochtonique représente la population martiniquaise, guadeloupéenne, dominicaise et autres, et accompagnée de ces peuples autochtones. L'idée, c'est qu'on essaie de construire un peu comme les BRICS,
des relations qui ne sont pas géographiques, Hmm. mais qui sont soit le fait d'être des peuples qui ont connu la colonie ou qui ont connu Ouais, de se une retrouver sur une disparition, histoire de se ou retrouver ouais, sur ce sur qui quelque nous chose. rassemble, C'est en ça, ouais. fait. Très bien. Ce qui nous rassemble. Et je n'ai pas mentionné, mais c'est assez important pour moi de rajouter cette petite part-là. C'est aussi une histoire familiale et d'amour, j'aurais dit, parce on a au sein de notre structure Anisotropie un programme de résidence où on a Izzy Kenenga qui a ce discours d'amour. Et donc, c'est aussi une lettre à ma population en général pour lui dire que je l'aime, j'aime ce qu'elle fait et comment est-ce que je peux contribuer d'une certaine façon avec mon apport technologique à lui montrer cet amour que j'ai pour ce qu'elle fait, ce qu'elle pratique, ce qu'elle transmet et comment on peut grandir ensemble. Et il y a plein d'endroits dans le monde où des gens ont des dynamiques comme les nôtres et il faut qu'on se retrouve sur ce qu'on peut partager. Alors, vous êtes aussi impliqué dans un projet Lumen. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Et FERA, il est soutenu par l'Institut français, qui est un opérateur culturel de la France à l'international. Voilà, donc vous allez nous dire ce que c'est et puis qu'est-ce que ce soutien représente pour vous et jusqu'où il pourrait emmener ce projet. Eh bien là, c'est assez magique parce que on a, lors d'une visite de mes partenaires suédois, Liv et Jimmy, en Martinique, on a commencé à se poser la question de par leur expérience, parce qu'ils ont organisé 200 dates de tournée juste dans leur région, comment on pourrait changer le mode de diffusion, comment on pourrait embrasser notre mode de diffusion, parce que les gens ont souvent une image de la Caraïbe comme un seul espace unique, alors que nous, on fait face à plein de problématiques de mobilité. Comment repenser la mobilité des arts dans la Caraïbe, en tant que Caraïbéen, et comment la penser pour aller vers ces peuples qui ont ces histoires communes avec nous, et comment ces peuples qui ont ces histoires communes et ces réussites peuvent venir nous les transmettre et nous les partager. Parce que les histoires d'enfance que l'on partage en Martinique, ce sont les mêmes que l'on partage, qu'on l'imagine ou pas, au niveau du cercle polaire en Suède. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'emmener le beau travail de Grégory en Suède et de faire découvrir cela. Donc le PIDA, c'est-à-dire c'est un programme de l'Institut français pour la diffusion artistique. Très bien. Donc j'emmène au mois de juin des artistes martiniquais lors de ce fameux Arctic Art Summit et des artistes suédois vont venir en résidence en Martinique dans notre résidence internationale. Et on va lancer les choses comme ça et se diffuser mutuellement et s'entraider dans ce nouveau monde qui est à conquérir. Très bien. On arrive déjà à la fin de notre émission. Grégory, on se projette comment? Alors, on a vu que vous fourmillez aussi d'idées. Est-ce qu'il y a encore une ambition? Est-ce que vous avez encore des projets? Est-ce qu'il y a encore des défis? On en fourmille très clairement. Aujourd'hui, notre objectif est de proposer aux familles martiniquaises ou guadeloupéennes d'ici ou d'ailleurs au moins 10 jeux qui seraient disponibles sur notre site internet ou chez nos distributeurs. Notre objectif réel, c'est qu'aucune famille ne puisse dire « il n'y a pas ». C'est ça. Ça finit. Ouais. Tanta a fini. Mm. On ne pourra plus dire « il n'y a pas ça ». Mm. C'est dommage, il n'y a pas. Non, il y a. Prenez le temps juste de vous renseigner, de regarder dans les rayons des magasins, de pianoter sur votre téléphone et vous trouverez, il y a du jeu pour vos enfants de 2 ans à 10 ans. Il a. La littérature. Voilà, la littérature, Très le jeu bien. de l'imaginaire, on est là. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités du jour. Donc, merci à Grégory Ouana, fondateur de Yécric, donc la maison d'édition dédiée à la culture antillaise qui se diversifie, et Georges-Emmanuel Arnaud, directeur artistique d'Anisotropie. Donc, on a vu association art, on a sciences, technologie au Vauclin. Au Vauclin, très important. Merci, Manuel. Place à la masterclass. Alors, je prends quelques minutes pour échanger avec vous. Je vais vous parler d'une solution. Effectivement, je vous parle souvent d'applications, mais là, je vais aussi vous inviter à vous poser des questions. On a, avec nos 2 invités, montré combien aujourd'hui on peut avoir une approche innovante pour valoriser notre culture. Et puis, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'applications
qui vont permettre de créer, et quelquefois créer donc avec l'intelligence artificielle, et ça va poser pas mal de questions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Suno, S-U-N-O. C'est celle que je vous montre là sur mon ordinateur. J'ai tapé S-U-N-O dans Google. Et cette application, c'est une application qui vous permet, à partir d'un texte, donc d'un prompt, de générer de la musique. Voilà. Donc, vous pouvez donc avoir un texte avec des paroles en français, et certains créateurs s'essayent d'ailleurs au créole, et vous allez pouvoir produire de la musique. Pourquoi je pose la question? On a vu récemment Kofi, qui est notre défenseur du créole, un de nos défenseur du créole, créer une chanson avec l'IA, probablement avec Suno, et qui a fait un carton. On a vu dans la campagne électorale beaucoup de musique qui avait été créée aussi avec Suno. Voilà. Mais on sait aujourd'hui que sur Spotify, qui est la plateforme leader sur la musique, aujourd'hui, on a des stats qui disent qu'entre 40 et 60% des nouvelles musiques qui sont publiées sont en fait des musiques qui ont été créées avec l'IA. Donc, est-ce que finalement, ce genre d'applications qui se sont finalement abreuvées de tout le contenu qui existe sur le web sont une nouvelle opportunité de création artistique, ou est-ce que c'est potentiellement la fin de la création et peut-être une menace pour nos cultures? Voilà, donc je vais vous laisser avec cette réflexion. Et voilà. En tout cas, Terre d'Innovation, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Restez connectés d'ici là sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.